Enlace ton enfant de tes ailes végétales et laisse-le doucement contre ton sein chanter et pleurer en silence la joie de son retour. Bel bonjour moun la Caraïbe. Jodia, nou kamen les autres joints en matché à côté Trinité. Arnaud Rancé, bonjour. Bonjour Vicky. Aujourd'hui, on te reçoit. Alors, nous dit nous tu, puisque nous peut fait nous connaître que nous. Aujourd'hui, on te reçoit. On te reçoit à Trinité. Nous sommes à Trinité. Ah, chez moi. Chez toi. Chez moi. Je peux bien dire chez moi. Voilà, chez toi. Et on a le plaisir de faire cette interview, notamment dans le cadre de la parution d'un ouvrage, de ton ouvrage, oui. Dont on va parler un peu plus tard. D'accord. Mais dans un premier temps, je voudrais bien qu'on fasse connaissance avec toi. Oui. Donc, qui est Arnaud Rancé? Arnaud Rancé, c'est simple, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est un Martiniquais qui est né à Trinité, qui est né sur cette terre dont il est très très amoureux, donc amoureux de la Martinique, mais mon vrai premier amour, c'est Trinité. Donc je suis né ici, à la maternité qui a fermé il n'y a pas longtemps. Ma fille aussi est née là-bas. Et donc c'est un jeune homme qui a fait ses études dans le lycée en face là, oui. Frantz Fanon. Donc c'était déjà prédestiné à ce que je m'appuie sur lui. Une super béquille, Frantz Fanon. C'est un garçon qui a touché au milieu associatif. Donc j'ai joué au football, au basket, mais j'ai fait, on va dire, une carrière à la Gauloise, à Sainte-Marie et aussi dans le sud où j'avais rencontré la mère de ma fille, de ma seule fille pour l'instant. Donc voilà, j'ai un peu tourné dans le milieu associatif du football. J'ai aussi tourné dans le milieu associatif de la Trinité puisqu'on avait créé un événement qu'on appelle le Footsab qui avait fait sensation en 2015. Donc oui, comme je dis, Monsieur Tout-le-Monde. Et puis, je suis parti 7 ans pour me former professionnellement en Belgique, à Bruxelles, à la Haute École de Vinci, où je suis devenu manipulateur adjoint en 2019. Et je suis rentré en 2021, durant la crise de Covid, enfin, la crise aiguë en Martinique, c'est-à-dire ça a vraiment commencé, l'hécatombe a commencé en 2021. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré en Martinique et que j'ai pu mesurer l'ampleur de la tâche qui allait être la mienne en tant que citoyen martiniquais. Effectivement, un retour en plein dans les mouvements sociaux, en plein dans la crise même. J'ai même l'impression de retrouver une Martinique plus déchirée qu'à mon départ. Et ça me fait beaucoup de peine. Vraiment beaucoup de peine. On entend déjà dans tes mots ce lien à la Martinique. Comment tu peux définir ton rapport à la Martinique? Il est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire qu'il est simple dans ma martinicanité, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de l'expliquer pour qu'elle s'exprime en moi. Et elle est complexe parce que je me suis rendu compte qu'en étant là-bas, j'avais du mal à dire qui j'étais. Et c'est vraiment dans cette multiculturalité que j'ai rencontrée à Bruxelles, en croisant des identités très fortes. J'étais ami avec un Népalais, j'étais ami avec un Marocain, j'étais ami avec un Congolais. Et tous ces gens qui ont subi la colonisation comme moi-même étaient beaucoup plus à même d'affirmer leur identité. Et c'est là que je dis que c'est complexe pour moi. Enfin, ça l'a été, ça le devient de moins en moins avec les recherches et les questions que je me pose, bien entendu. Mais c'était très complexe à ce moment-là d'être martiniquais parce que j'avais la sensation de ne pas pouvoir dire qui j'étais. Et c'est là que je situe la complexité et la simplicité dans le sens où je vis en tant que martiniquais parce que j'ai reçu des bases, des valeurs de par mon éducation et de par mon entourage familial et amical. Je développe ce que j'appelle le lien martiniquais qui est très lié à l'entraide, au respect, à des valeurs très très simples, au respect de la terre, de la mer, à la connexion qu'on a entre nous
Et aujourd'hui, je peux dire que la simplicité de la martinicanité s'exprime comme ça. Et donc on voit que tu as cheminé par rapport à ça et que de toute façon, définir, exprimer son identité, c'est forcément quelque chose qui se fait au fil de la vie. À ce stade, qu'est-ce que tu dirais qui fait de toi un Martiniquais? Alors aujourd'hui, ce qui fait de moi un Martiniquais, c'est ma capacité à dire non. Aujourd'hui, je ne veux plus être vu à travers le regard des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux pouvoir nommer avec mes propres mots et que mes compatriotes puissent le faire aussi avec leurs propres mots dans un consensus qui rassemble et pas qui divise. Qu'on arrête d'être influencé par le communautarisme qui existe en Occident. En Martinique, il n'est pas présent. Il ne devrait pas être présent. Et c'est dans ce sens que je chemine pour que on puisse réussir à dire qui on est vraiment, à se nommer. À la lecture de cet ouvrage, qu'on va nommer, hein, je le reprends même pour ne pas dire de bêtises, qui s'appelle Penser l'homme noir martiniquais. En fait, on fait la connaissance, ou on découvre, on redécouvre les grands noms martiniquais et caribéens qui ont jalonné cette pensée martiniquaise, cette identité, cette réflexion sur l'identité martiniquaise. Pourquoi avoir choisi ces personnes-là? Ça me paraît indispensable de se baser sur la force de la pensée de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire que je trouve que dans le bassin caribéen, et on peut remonter jusque nord-américain, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont eu une telle capacité à penser et à repenser l'homme noir de manière générale, que de ne pas partir de ces travaux serait presque leur manquer de respect. Et comme j'ai pu le dire en intro, le respect fait partie pour moi de la base de Martinique. Et c'est par respect et aussi par honnêteté intellectuelle, parce que je suis leur descendant, je suis dans leur filiation, il me paraissait inconcevable de faire un livre qui parle de l'homme noir martiniquais et de ne pas m'appuyer sur des pensées aussi puissantes. Ok. On va citer donc Fanon. Comme j'ai dit, j'étais dans un lycée qui porte son nom. Il y a Fanon, il y a Césaire, bien entendu, ça c'est l'emblème de la Martinique. On a Glissant, qui est très très puissant sur la créolité, donc le métissage dont on est issu. On ne peut pas se dire martiniquais et penser qu'on a une lignée pure, pas du tout. On est issu d'un métissage. On va y revenir très certainement après, parce que moi je parle même de viol. Il faut appeler un chat pour se connaître. Et puis aussi on a des penseurs comme Trouillot, comme Gliroy, comme Webb Dubois. Lui c'est vraiment le socle. Il commence en 1903 avec la double conscience, et on ne peut pas, à la lecture de ce qui nous arrive aujourd'hui, ne pas s'appuyer sur ce concept théorique pour développer ce que je pense être une analyse nécessaire de la société martiniquaise. Alors là, on parle de grands noms, et ça peut faire peur à un lecteur non averti d'entendre de grands noms. Mais ce qui frappe dans cet ouvrage, c'est l'accessibilité, justement, ce souhait de vulgarisation, finalement, qu'on voit se développer au fil des pages. Est-ce que c'était une réelle volonté, ou est-ce que c'est juste la plume qui a amené à ça? Non. Alors, c'est un travail très, très, très compliqué auquel j'ai voulu m'astreindre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un enfant du peuple. Je me refuse de sélectionner à qui je parle. Et effectivement, si je m'étais contenté de garder une inaccessibilité au niveau du vocabulaire, une inaccessibilité au niveau des concepts, je renierais une partie de moi, et je ne voulais pas que ça transparaisse dans ce livre.
il y a des gens autour de moi qui s'étaient séparés de la lecture parce qu'en réalité, il y a un monde qui leur est inaccessible. Et c'est à travers ce livre que j'ai voulu ramener certaines personnes à la lecture et aussi de toucher du doigt certains concepts qui leur paraissent qu'on a voulu leur vendre comme inaccessibles, mais qui en réalité peut être accessible à monsieur tout le monde. Et ce travail a été, à part la Martinicanité noire, qu'on va très certainement développer au cours de cette interview, ça a été le travail le plus compliqué, c'est-à-dire de réussir à rendre le propos accessible. Et ça, oui, en termes de travail d'écriture, c'est parce qu'en réalité, tout le monde peut tricoter la langue de Molière. Tout le monde peut aller chercher des mots savants pour le faire, pour essayer de perdre le lecteur. Mais moi, justement, je ne voulais pas perdre le lecteur. Je voulais qu'en 124 pages, parce que je le dis, il ne fait que 124 pages. Il pourrait en faire 250, 300, 350. Mais l'utilité de l'ouvrage était trop important pour en faire du tricotage. Donc, un ouvrage accessible. Accessible, en gros, sur quelle moyenne d'âge? Qui peut lire Penser l'homme noir martiniquais? Alors, je pense que à partir de 16-17 ans, on peut commencer à lire cet ouvrage. C'est-à-dire que j'aurais aimé à terme que cet ouvrage puisse être présenté à des lycéens. Parce que je pense qu'il commence à toucher des choses qui, à l'adolescence, peuvent poser des problèmes. Donc, qu'il y a des réponses dans ce livre que les jeunes peuvent vraiment s'approprier. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge de fin. En réalité, ma maman lit ce livre avec plaisir. Elle m'a dit qu'elle le lit avec plaisir. Elle a 73 ans cette année. Et je pense que il peut être accessible en réalité. Il n'y a pas de limite d'âge à la fin. Mais je pense honnêtement qu'un enfant de 13 ans, ça n'aurait pas réellement de sens. D'ailleurs, je fais une petite aparté. J'ai une amie que je vais citer, Cathy François, qui est psychologue à Trinité. Et elle a été ma bêta-lectrice sur cet ouvrage. Et vu qu'elle fait des ouvrages pour les enfants, on essaie de réfléchir là à la possibilité de rendre ce livre accessible aux enfants. Voilà. Mais en réalité, le livre en tant que tel, on va dire 16-17 ans, à pas d'âge. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un focus sur déjà le titre, parce qu'il y a plusieurs notions dans un même titre. Effectivement, on a ce verbe penser qui renvoie peut-être à un double sens, on va en discuter. Oui. On a cette notion d'homme, oui, et cette notion d'homme noir plus élargie. Oui. Et puis on a la martinicanité finalement qui est évoquée. Est-ce que tu peux expliquer justement le titre de cet ouvrage qui recèle énormément de trésors a priori? Le titre vient à la fin. C'est-à-dire que je termine l'ouvrage et je me dis, tu n'es pas connu, il faut dire ce qui est, mis à part dans le microcosme dans lequel tu évolues. Il faudra penser à quelque chose qui forcément interpelle. Donc, je réfléchis à quelque chose de relativement court, mais qui accroche. Et donc, le verbe penser me vient directement en tête. Je ne connais pas la suite, mais le verbe penser me vient directement en tête parce que je me dis que il y a la notion de réfléchir parce que je trouve qu'il y a un espace qui est relativement vide à ce niveau-là, en Martinique. Sur les 30-40 dernières années, j'ai épluché la bibliographie, qu'elle soit simple ou universitaire, et je ne trouvais pas les réponses à mes questions. Voilà. Donc, je me suis dit que peut-être que je n'étais pas le seul. Donc, penser, ça, c'est P-E-N pour réfléchir. Et je me suis rendu compte que je suis malade. Je vais utiliser le jeu pour que certaines personnes puissent se rendre compte que le meilleur miroir, c'est soi-même. Et donc, penser P-A-N, parce qu'en réalité, il faut d'abord se soigner avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Et là, donc, on retrouve le soignant, on retrouve voilà, la casquette de soignant voilà, aussi. Voilà. La casquette de manipulateur radio était là. Donc, le double sens est volontaire.
Ensuite, l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, en 2026, que la femme martiniquaise ait accepté ce détachement du mot homme. Moi, quand je parle d'homme de manière générale, c'est-à-dire que n'importe qui m'écouterait, normalement est censé savoir quand je parle d'un homme, le genre masculin, et quand je parle de l'homme, genre humain. Et j'aurais tellement aimé que la femme martiniquaise fasse partie des premières femmes dans le monde à se réapproprier le mot homme. C'est-à-dire qu'on l'a dépossédé. Voilà. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit avec un grand H, parce que je sais très bien ce que ça peut engendrer comme polémique. Mais moi, clairement, j'aurais aimé que même avec un petit H, que la femme martiniquaise puisse se rendre compte qu'elle est pleinement l'homme martiniquais. Et je sais que ce travail-là sera long, qu'il y a des gens qui ne vont pas me trouver légitime pour le porter, mais je ne serai pas d'accord, forcément, parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir plus féministe qu'un homme, là, masculin, parce qu'en réalité, je sais que je jouis d'un pouvoir qui a été hérité du patriarcat blanc, donc je suis conscient de ça, mais j'aurais aimé faire partie de ceux qui vont redonner justement à la femme toute sa place dans le mot homme. Donc ça, c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas de distinction, que l'homme soit avec un grand H et que ça réunisse l'homme et la femme martiniquaise. Noir parce que moi, je ne comprends pas que ce mot aujourd'hui pose problème en Martinique. Quand je dis noir, tout le monde sait à qui je fais référence, sauf ceux qui veulent faire l'autruche. C'est-à-dire que le système français, le système colonial français, a créé cet homme noir. C'est-à-dire que tout individu qui sera assigné à sa non-blanchité sera un homme noir. Donc, le descendant d'Indien de Basse-Pointe, le noir du Marigot, le chabin du Lorrain, et j'utilise chabin volontairement parce qu'on va se réapproprier ce mot. Moi, je n'ai pas, si quelqu'un m'appelle chabin, je ne vais pas m'offusquer. Je sais très bien que ça peut être et que ça a été une insulte, mais moi, je ne le vis pas comme une insulte parce que dans la bouche d'un compatriote, jamais je ne le ressentirai comme une insulte. Et je vais même finir, le béquet du Capest, c'est un Martiniquais aussi. Il ne se comporte pas comme un Martiniquais, mais c'est un Martiniquais. Et tous ce qu'on appelle les bétiers grillaves qu'on met en marge de la société, eux aussi, s'ils veulent se considérer comme un homme noir martiniquais, ils seront cet homme noir martiniquais. En réalité, l'homme noir, c'est un sujet politique. Et les gens qui voudront réduire ça à une couleur de peau, ça n'engage qu'eux, mais moi, je sais très bien que les gens que je vais rencontrer, les gens que je connais et les gens surtout qui vont lire le livre sauront très bien que je ne parle pas d'une couleur de peau. Et donc, du coup, ça nous amène à la martinicanité. Ça aurait été une absurdité de ne pas mettre Martiniquais derrière. Après tout ce que j'ai dit sur mon attachement à la Trinité qui fait partie de la Martinique, donc si je me sens trinitien, je me sens foncièrement martiniquais aussi. Et je parle en ce nom-là parce que mes illustres prédécesseurs ont dû faire des choix. Que ce soit Césaire, que ce soit Fanon, que ce soit Glissant, que ce soit Chamoiseau. Ils ont dû faire des choix inhérents à leur époque. J'estime aujourd'hui qu'à mon époque, on doit parler de qui est un Martiniquais. Pas un Antillais, pas un Métis, pas un Nègre. Qui est un Martiniquais? Cette réponse, aujourd'hui, on peut la chercher. Il n'y a aucun consensus sur cette question. Voilà. C'est très clair. Donc du coup, effectivement, là, donc, on parle de l'humain martiniquais. Oui. Voilà. En somme, on parle de l'humain martiniquais. Oui. De l'homme et de la femme. Et le « et » là a une caractéristique booléenne pour ceux qui sont mathématiciens. Ça veut dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et on va y venir à la suite de l'interview. Selon moi, la place de la femme est une condition sine qua non
dans la réussite du projet de la Martinicanité noire. Il n'y aura pas de Martinicanité noire si les femmes ne prennent pas leur pleine place dans ce projet. C'est impossible que la Martinique se pense sans que la femme n'impose son mot. C'est pas donne son mot, n'impose son mot. Parce que l'homme, forcément, on va l'écouter. Comme on sait qu'on a cet héritage de domination. On n'a pas besoin de le rappeler. Mais la femme, justement, je veux que la femme martiniquaise, dans cette prise de conscience, mesure l'importance qu'elle aura dans ce projet. Alors justement, continuons, on est déjà dessus. Restons sur ce sujet de la femme martiniquaise. Alors, tu as commencé à le dire, quel est le regard que tu poses sur cette femme martiniquaise? C'est le même regard que je pose sur l'homme, c'est-à-dire qu'on a voulu réduire la femme martiniquaise à un rôle. Dès qu'on parle de la femme martiniquaise, il y a un perpétuel adage qui revient, qui est potomitan. Alors certes, moi je suis fier que ma grand-mère l'ait été, que certaines grand-mères l'aient été. Je n'ai pas de problème avec la fonction en tant que telle, mais qu'on essentialise la femme martiniquaise à l'image que renvoie potomitan, c'est-à-dire elle est à la maison, elle s'occupe du foyer, elle fait tenir la cohésion familiale. Et la réduire à ça, je trouve ça inadmissible. Je trouve cela totalement inadmissible. Parce que je sais qu'elles sont beaucoup plus que ça. Et elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles sont beaucoup plus que ça. Et je ne souhaite pas que, encore une fois, le regard impérialiste occidental la réduise à ça et lui fasse croire qu'elle ne peut être que ça. Or non, on l'a vu avec les élections municipales, elle commence à dire non. Et je les encourage à dire non. Je suis le premier supporter des femmes qui veulent sortir de la femme martiniquaise, sexualisée, doudouisée, qui est faite pour aller en cuisine. Alors, je veux remettre l'église au centre du village. Toutes les femmes qui font ça, ben, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Moi, je suis content d'aller chez ma maman et de manger un plat de ma maman. Comme elle est tout aussi fière quand je lui ai cuisiné le matoutou le lundi de Pâques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de certains carcans, et surtout pour la femme, parce que le noir, de manière générale, est déjà mis dans des cases, et la femme la case est encore plus petite. Et j'aurais aimé pas qu'elle élargisse, qu'elle sorte de la case. C'est-à-dire parce que moi, je vois à travers, il y a trop de femmes avant nous. Donc, il y a les Eusanne Césaire, les Maryse Condé, les Eusanne Palsy, les Vicky Catan. Je veux que toutes ces femmes-là puissent donner des exemples à ma fille. Et même sur les générations plus jeunes, on va prendre Meryl, par exemple. Voilà, parce qu'en fait, en réalité, je ne cite pas Meryl. Pourquoi en première intention? Parce que elle arrive à sortir d'un carcan, on arrive quand même à la mettre dans un autre carcan. Et qui fait que aujourd'hui, j'hésiterais avant de dire à ma fille, prends-la comme exemple. Je ne devrais pas, mais c'est parce que justement, elle arrive à se sortir de quelque chose. Le monde artistique est très très dur envers les femmes, à part pour le Zouk Love, bien entendu, puisque c'est féminin, c'est sensuel, etc. Elle fait quelque chose dans le monde a priori masculin, et pourtant on la réduit quand même à, de toutes les façons, c'est une femme, elle est ceci, elle est cela. Moi, je rentre pas. Vous avez très bien compris de quoi je veux parler, parce que je ne veux pas relayer ce genre de propos. Mais donc voilà, la femme martiniquaise a une puissance tellement forte que je refuse qu'on l'assigne à des tâches ménagères. Oui. Et effectivement, donc du coup, on perçoit dans ce que tu exposes, et notamment dans ton livre, ça ressort aussi, que pour toi, l'avenir de la Martinique, il se construit dans une forme de symbiose, de complémentarité entre toutes ces composantes, sans distinction d'aucune sorte. Toi, comment ton ouvrage, ta réflexion, elle peut accompagner, à ton sens, comment elle peut accompagner ce développement martiniquais? Alors,
À travers la martinicanité noire, je propose un horizon politique pour permettre à tout un chacun, et je dis même les béquets, parce qu'en fait, en réalité, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que si cette, je ne sais même pas comment les appeler, j'aime pas dire caste, mais si ces gens ne se rendent pas compte qu'à un moment, la Martinique a autant besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de la Martinique, parce qu'en réalité, leur essor économique vient de la Martinique. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est en Martinique qu'ils font ces sous. Bien entendu, avec la mondialisation, ils arrivent à s'exporter, etc. Mais en réalité, leur matière première, elle est en Martinique. Et tant qu'ils ne vont pas comprendre que dans ce livre, il y a une place pour eux, et c'est dans ce sens que quand tu me demandes comment il peut accompagner, ben c'est tous les outils qu'il y a en amont de la martinicanité noire, tous les chapitres qui parlent du passé, ils font partie de ce passé, les béquets, comme nous-mêmes. Les institutions, ils sont dans les institutions, comme nous-mêmes. Ils ont des subjectivités sur leur corps parce que dans notre imaginaire aussi, on a un imaginaire sur les béquets, donc ils souffrent aussi d'un imaginaire qu'ils voudraient peut-être effacer. Donc c'est tous les outils qu'il y a dans cet ouvrage qui pourraient justement amener tous les lecteurs de tout genre et de toutes couleurs de peau, on va dire, qui les amènent à la martinicanité noire et qu'ils puissent s'en approprier. La martinicanité noire est un projet, mais qui n'est pas figé. Comme j'ai pour habitude de dire, le livre, c'est une boîte à outils. À la fin, je donne un plan, mais le plan, c'est nous qui le construisons, c'est pas moi. Moi, je fais une ébauche, c'est un canevas, et tout le monde va venir apporter sa pierre. Mais il faut vouloir apporter sa pierre, et c'est en ça que je dis que c'est un appel ainsi. S'il y a des béquets qui regardent, moi, je n'ai aucune haine envers eux. Par contre, je suis triste de voir que j'ai joué au football dans plusieurs clubs. Jamais vu d'enfants de béquets dans les clubs. J'ai des amis qui jouent au basket. Et jamais vu de béquets jouer au basket. Les activités populaires, en réalité, ils ne s'y sont jamais mélangés. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faut leur parler. Moi, je peux leur parler et leur dire que je n'ai aucune haine envers eux. Mais tant qu'ils ne vont pas se sentir martiniquais, on ne va pas y arriver. Ou alors, en tout cas, exprimer Leur martinicanité. leur martinicanité ouvertement. Et c'est pour ça que je les amène, tous ces outils-là, c'est pas pour rien, les amène à la martinicanité noire. Ok. Pour toi, si tu devais, si tu voulais qu'on retienne quelque chose de cet ouvrage en particulier, ce serait quoi? J'aurais aimé que les gens retiennent la possibilité pour un Martiniquais de parler du Martiniquais, de montrer que c'est possible, qu'on peut parler de nous sans que ça ne devienne tout de suite synonyme de division. Parce qu'en réalité, je pèse tous mes mots dans mon livre, j'assume tous les mots dans mon livre, parce qu'en réalité, moi, je sais que derrière, j'ai envie que cette terre soit unie, enfin que la population qui vit sur cette terre soit unie. Les gens ne pourront se sentir à l'aise en Martinique, c'est-à-dire les gens qui y viennent, pas les touristes, hein, mais les gens qui viennent y vivre, qui sont étrangers, que quand justement cette population sera unie. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà discuté avec, au CHU, il y a plein de gens qui viennent pour 2, 3, 4, 5 ans et qui ressentent cette tension et qui forcément ne sont pas à l'aise parce qu'en réalité, notre population n'est pas unie. Et s'il y avait quelque chose à retenir, puisque c'est ça la question, c'est vraiment ça. Le Martiniquais peut parler de lui-même. Il n'est pas obligé de passer par une négritude, par une créolisation, par un métissage, par une hybridité. Il peut parler de lui en tant que tel. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, on a bien compris que cet ouvrage, c'est le début de quelque chose. Comment tu nommes ce chemin que je pense pas que tu l'amorces, mais ce chemin que tu prends
Comment tu nommes ce chemin-là? C'est quoi pour toi ce livre? C'est quoi qu'est-ce qui traduit? Si un mot, le chemin du respect, c'est-à-dire que je suis en train de cheminer vers le respect et la dignité de mon peuple. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours trop timoré, on a peur de nommer les choses, on a peur de ce que les gens vont penser de nous, on a peur de faire, on a peur d'accompagner, on a peur d'aider celui qui fait. Et tout ça, je pense que c'est le chemin de la dignité et j'aurais aimé que tous les Martiniquais qui s'emparent du livre se disent, ben, j'ai des outils dans ça qui montrent que je suis un homme digne et je peux bomber mon torse. Pourquoi je devrais arriver? Je dis n'importe quoi. J'arrive en Allemagne, je me retrouve dans un congrès et j'ai la sensation qu'il y a un groupe d'Espagnols, d'Espagniens, je parle bien. Par exemple, allez, on va prendre de la Catalogne et je sens qu'ils sont à l'aise entre eux. Je prends un groupe lusitanien, je sens qu'ils sont à l'aise entre eux. Je prends un groupe maghrébin, et là, je parle de vécu, hein, c'est un congrès dans lequel je me retrouve, et je vois que je suis avec deux Martiniquais et qu'on n'a pas vraiment cette symbiose, qu'on n'est pas à l'aise. Et, et ça, je veux que ça s'efface. Je veux que ça s'efface. Donc on a bien compris cette démarche et cette démarche d'ailleurs, tu y invites finalement toutes les personnes qui veulent t'y rejoindre puisque on note qu'il y a l'ouvrage, mais qu'adossé à l'ouvrage, il y a un blog, Ah ouais. voilà, qu'on va nommer. Hein. Reflet du Sud.blog, reflet avec un S, le tout est collé au reflet du Sud, il y a juste un S à reflet, .blog, et c'est un recueil d'articles qui parlent de moments historiques martiniquais qui sont, à mon sens, totalement oubliés. Moi, je vais dire, hein, pour les initiés, forcément, ils vont me dire, on connaît, mais moi, je parle pour le grand public. L'affaire Lubin, personne ne sait ce que c'est. La tuerie du 8 février 1900, personne ne sait ce que c'est. Chalvet, on sait ce que c'est juste parce que Colobas, un immense artiste, fait un son dessus. Mais demander c'est quoi la revendication primaire de cette révolte, personne ne sait ce que c'est. Les morts à Fort-de-France, la mort de Christian Marajo, personne ne sait ce que c'est. Donc, il y a une volonté de mettre l'accent sur des faits historiques martiniquais qui sont invisibilisés. Je traite aussi de certains dossiers qui traitent du racisme, etc., qui ont des échos là-bas, parce qu'il y a quand même une diaspora qu'il ne faut pas oublier, puisque le BUMID m'a envoyé combien de nos parents là-bas, et on fait comprendre tellement que l'avenir était là-bas qu'il y en a qui ne veulent même pas revenir, et il y en a qui ne sont pas revenus. Et donc voilà, c'est tout ça qu'il y a dans ce blog, des articles que j'essaie d'être, comment on va dire, très factuel au début, même si on sent qu'il y a une ligne éditoriale de toutes les façons, ça s'appelle Reflet du Sud, c'est pas pour rien, c'est pour parler de la voix du Sud global, parce qu'on est dans ce Sud global, et j'estime que ces voix-là sont trop peu minorées dans le débat globalisant dans lequel on veut nous mettre. Et donc, j'apporte mon point de vue pour compléter un peu l'ouvrage, pour ouvrir l'ouvrage, pour parler de l'ouvrage, parce que je mets aussi quelques interviews et il y aura les interviews que je fais ou que j'aurai à faire seront présents sur ce blog, et aussi pour le prolonger, parce que bien entendu, il y a déjà des projets en route, mais ça, c'est que, comme j'ai dit, si à l'entrée d'entre les Martiniquais et que ce livre-là reçoit l'accueil que j'estime qu'il doit accueillir, parce qu'en réalité, on fait jamais ça pour les sous. Toi et moi, on le sait, quand on travaille sur ce genre de sujet-là, c'est pas pour devenir riche, sinon on fait d'autres choses. Il y a plein de niches. il y a plein de niches qu'on peut trouver pour faire de l'argent. Donc en réalité, c'est comment le livre sera accueilli qui va déterminer la profondeur des autres projets à venir. Mais oui, il y a déjà un livre qui est quasiment fait, pour le dire clairement, qui va traiter
l'universalisme pensé à la française et donc que je critique ouvertement, que mes prédécesseurs ont dû forcément utiliser pour passer. Césaire l'utilise, Confiant l'utilise, Glissant l'utilise, et je ne critique pas cette utilisation. Je dis juste qu'aujourd'hui, on peut penser cet universalisme de notre point de vue, et c'est ce thème que je vais essayer d'aborder dans l'ouvrage. Et aussi, j'essaie de travailler là, c'est beaucoup plus dur parce que c'est un genre que je maîtrise un peu moins. C'est un roman fiction sur qu'est-ce que pourrait être la Martinique après le projet de la Martinicanité noire dans 100 ans. Une petite fiction, une dystopie sur ce que ça pourrait être la Martinique. Donc, j'ai tous ces projets-là en tête, mais je peux avouer que mener autant de combats sur tous les fronts, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais oui, il y a d'autres projets. Il y a de l'engagement et il y a tout un programme. Donc, on reste On reste à focus. l'écoute. Et puis, il y a aussi une communauté. Il y a aussi une invitation à former une communauté. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est le noyau proche qui m'a soutenu au départ parce que avant Reflet du Sud, avant Penser l'homme noir martiniquais, il y a le Arnaud qui écrit sur les sujets qu'il considère qu'ils ne peuvent pas être tus parce que la manière dont ils sont traités dans les médias mainstream ne lui plaise pas. Donc Arnaud prend sa plume au départ, il prend son ordinateur ensuite et il publie des petits textes, des lettres ouvertes qui parlent de la crise de 2024, qui parlent de la violence par mafia en Martinique. Je parlais de plein de sujets et je me suis dit, il serait peut-être temps de créer quelque chose où je mets à disposition et les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, il y a un petit noyau de 50 personnes au départ. Et je me dis, mince, il faut quand même donner un nom à cette communauté. Les gens, il faut qu'ils se sentent, il faut qu'ils sentent qu'ils appartiennent à quelque chose. Donc, je réfléchis, je trouve Reflet du Sud, j'appelle la communauté Reflet du Sud. De fil en aiguille, il y a des gens qui rajoutent des gens, qui rajoutent des gens. Aujourd'hui, on est à 97 ou 98, je pense. C'est une très petite communauté. Mais c'est eux qui me donnent le courage de faire ce que je fais aujourd'hui parce qu'ils interagissent. Aujourd'hui, j'ai mis un sondage. Ils ont déjà réagi sur le sondage. C'est vraiment eux, comme quoi je dis, le Martiniquais peut donner de l'essence aux flammes et c'est eux qui donnent de l'essence à la flamme que j'ai à l'intérieur de moi aujourd'hui pour porter ce combat parce qu'il n'est pas facile. Ouais, c'est ensemble nous qu'avancer. Voilà. Ok. On ne peut pas faire cette interview sans entendre quelques lignes de cet ouvrage. Si tu veux bien nous lire un passage, parce que voilà. Ça paraît absolument nécessaire. Alors, comme je me fais vieux, je vais devoir mettre mes lunettes. Je me fais un peu vieux, j'ai perdu un peu de vue. Mais non. Donc, je vais mettre mes lunettes et je vais vous lire un passage qui me tient à cœur. Comme je vous ai dit, comme j'ai pu dire, la Martinicanité noire, c'est un concept, un projet que j'ai pensé. Et donc, forcément, c'est un bébé que je veux présenter. Et aussi pour montrer que la femme a toute sa place. Donc, je vais vous lire un passage qui parle de ça. Ok. Voilà. Alors, la participation citoyenne est au cœur de ce projet. Le projet, c'est la Martinicanité noire. Dans une société où trop souvent les décisions sont prises à Paris ou par une élite déconnectée, il s'agit de rendre la parole au peuple. Cela signifie des assemblées populaires locales, des budgets participatifs réels, des formes de contrôle direct sur les élus. Cette partie-là me tient très à cœur. Cela signifie aussi une éducation civique et historique qui permettent à chacun de comprendre les enjeux et d'y prendre part. L'expérience latino-américaine des Cabildos, Abiertos, assemblées ouvertes, pourrait inspirer la Martinique. Chaque citoyen y prend la parole, chaque voix compte dans la définition des orientations collectives. L'intégration des jeunes est essentielle.
Ils sont les plus nombreux à partir, faute d'opportunités, créant une saignée démographique et culturelle. Donner aux jeunes un rôle dans la décision publique, c'est leur dire que leur avenir se joue ici et pas ailleurs. C'est aussi créer des espaces où leur créativité, leur énergie, leur culture numérique puissent transformer la société. Les conseils de jeunes, dotés de réels moyens, pourraient devenir des laboratoires d'innovation sociale et politique. Leur absence des espaces décisionnels est une mutilation démocratique. Leur inclusion serait une révolution silencieuse. La place des femmes est tout aussi décisive. Trop longtemps reléguées à des rôles secondaires, elles sont pourtant au cœur des résistances. Dans les luttes sociales, dans la transmission culturelle, dans la survie économique des familles. Une martinicanité noire authentique ne peut être que féministe. Elle doit donner aux femmes une place de leadership, à la fois dans les institutions politiques, mais aussi dans l'économie, la recherche, l'art, l'éducation. Les exemples abondent. De Suzanne Césaire, figure intellectuelle effacée trop longtemps, aux militantes contemporaines des mouvements sociaux, les femmes martiniquaises n'ont cessé de porter l'avenir. Leur reconnaissance pleine et entière n'est pas un supplément, mais une condition sine qua non de toute refondation. Merci pour cette lecture. Là, effectivement, on comprend que cet ouvrage n'est pas juste une critique, finalement, de la Martinique et de son organisation actuelle, mais qu'au-delà de ça, il y a aussi un vrai engagement et une volonté d'accompagner, une volonté d'être force de proposition au final. Bien entendu, je me voyais mal faire un ouvrage qui pourrait paraître être une catharsis simple. Il faut pouvoir à un moment donner une perspective après une série de constats. Sinon, une série de constats reste un bilan. Un bilan, ça reste le présent. Or, moi, j'ai une fille qui aujourd'hui a 18 ans, elle aura 19 ans à la fin de l'année. Je veux lui laisser quelque chose. Je veux lui laisser un héritage. Ceux qui m'ont précédé m'ont laissé un héritage. C'est d'ailleurs sur eux que je m'appuie pour faire cet ouvrage. C'est-à-dire que sans Césaire et sa volonté farouche de faire en sorte que la Martinique ait un essor économique avec la loi de 1946, je ne sais pas si je suis là aujourd'hui. Donc j'aurais aimé pouvoir laisser quelque chose aux jeunes qu'ils puissent s'approprier et dire mais on a ça, on peut s'appuyer sur ça pour créer quelque chose. Parce que comme j'ai dit, je ne suis pas là pour donner une solution toute faite. Je suis là pour impulser quelque chose pour que de par le débat naisse un consensus en Martinique. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque, le consensus. Qu'on soit ensemble et qu'on soit d'accord sur un projet, ensemble. Qu'on soit plus dans du 73, 74. Ça, c'est un débat républicain qui ne nous intéresse pas. La Constitution française n'a pas été pensée pour nous. Donc, forcément, ça va diviser. On nous parle de quelque chose qui n'a pas été créé pour nous, qui n'a pas été créé par nous, ni pour nous. Donc, en réalité, moi, je veux impulser quelque chose qui va permettre à tous les Martiniquais de s'asseoir autour d'une table et de dire on veut ça pour nous. Et ça se fait avec toutes les tranches d'âge, parce que je parle des jeunes, c'est volontaire. On a mis nos jeunes dans un parc et on leur a dit vous devez faire ça. Consommer des stupéfiants, consommer de l'alcool, consommer du sexe et surtout tuer son semblable. Mes jeunes ne sont pas faits pour ça. Mes jeunes sont beaucoup plus forts que ça, ils sont beaucoup plus précieux que ça, et j'ai envie de leur offrir autre chose. Il y a aussi, donc comme on a dit, l'homme et la femme. L'homme martiniquais aussi n'est pas en reste, c'est-à-dire qu'on l'a attribué à quelque chose qui me fait mal d'en parler, on pense toujours que le père martiniquais est absent. On a voulu l'assigner à ça. Ça, c'est des
j'en parle dans le livre, c'est des traumatismes du passé que moi je veux effacer. Le père martiniquais, moi j'ai un père formidable. Et c'est parce qu'on a trop voulu assigner les pères à de l'absence. Je vous invite à lire euh, un regretté, Alain Rapon, La présence de l'absent. Très important. Oui. Ce qui est un trinitéen comme moi-même, un autodidacte qui a été trop souvent mis dans des polémiques. Donc, réattribuer la place du père martiniquais, ça me semble important. Le sortir de cette figure, encore une fois, érotique, où il ne pense qu'au sexe, il ne boit que de l'alcool, on est obligé d'aller le chercher dans un bar ou dans une soirée. Je veux le sortir de ça. Moi-même, j'ai été pris dans ça parce que je suis quelqu'un. J'essaie d'être honnête intellectuellement. Je ne suis pas en train de dire que je suis arrivé à 43 ans et puis que j'ai été parfait. Non, je suis rentré dans cette case-là à un moment. Donc, bien entendu, j'aime danser, j'aime sortir, mais aujourd'hui, je sais que ça ne suffit pas et que ça ne doit pas me représenter. Là, je passe à la femme. Il faut aussi que la femme reprenne son destin en main. C'est-à-dire que la globalisation a voulu a voulu déconstruire la famille. Donc, de potomitan, elle est passée à une femme qui n'est plus trop présente dans le foyer, qui préfère aller au McDo que d'essayer de faire à manger à ses enfants. Enfin, tous les clichés que vous voyez, mais qui existent vraiment, j'aurais aimé qu'on s'en empare, qu'on les analyse, qu'on se dise, je sais d'où ça vient, je veux soigner ça, et je ne veux surtout pas que mon enfant subisse les séquelles de ces traumas que j'ai moi-même. Et c'est dans cette dynamique que j'aurais aimé que tous les Martiniquais, et là je vais passer à la couleur de peau, que tous les Martiniquais oublient ça. Ça, c'est encore une fois, c'est l'impérialisme occidental qui a créé cette différence entre nous. Mais quand je parle d'homme noir martiniquais, mais déjà, toi et moi, on n'a pas la même couleur. La personne chez qui on est n'a pas la même couleur. Mon papa n'a pas la même couleur que moi. Ouais. Donc, je serais complètement fou de dire homme noir en pensant juste que je parle de la mélanine. Ce n'est pas possible. Et donc, toutes ces composantes dont j'ai parlé, une fois qu'elles se seront repensées PEN, repensées PAN, à ce moment-là, on va pouvoir avancer et créer quelque chose. C'est intéressant parce que dans cet extrait que tu as lu, voilà, on réaligne, on retrouve à la fois une prospective, donc une projection sur l'avenir, mais on trouve aussi ces traces, comme disait Glissant, du passé, donc notamment un retour au Lacou. Et puis on retrouve aussi derrière le message de Fanon, on revient à lui, de politiser les masses. Donc c'est intéressant parce que on a ce sentiment que dans ce que tu proposes, vraiment il y a une espèce de ligne du temps, une chronologie constante et un appel à se promener dans ces lignes du temps pour se retrouver, se trouver ou se retrouver. Mais c'est très important, c'est-à-dire que le passé, il est déjà fait. On ne peut que l'analyser pour essayer de comprendre comment il agit dans notre présent. Notre présent, il est là, on peut agir dessus, mais dans une moindre mesure parce que le temps continue d'avancer. Donc, il est important d'analyser le présent pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs tout le temps. C'est-à-dire que reproposer, je dis n'importe quoi, reproposer en 2036, 73, 74, moi je pleure. Je me dis, mais en réalité, on n'a rien compris en réalité. Donc, c'est comprendre le présent, mais penser l'avenir, c'est à mon sens le plus important. Tous ceux qui ont écrit, tous ceux dont on a parlé, ils n'ont jamais écrit ça pour... Enfin, ils l'ont écrit, il y a des contemporains qui l'ont lu. Et Dieu merci, ça a créé des Camille Darcière, des figures politiques qu'on connaît, c'est parce qu'ils ont lu ces gens-là. Mais en réalité, ils ont écrit ça pour nous. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'interview, il était impensable pour moi d'écrire un livre sur les Martiniquais et de ne pas prendre appui sur ces gens-là. Alors maintenant que cette, j'ai envie de dire, cette pierre a été lancée,
voilà, quelle est la suite du projet? Qu'est-ce que comment tu comptes finalement amener ce message, inviter les autres à te rejoindre? Quelle forme ça prend? Alors, j'ai des amis que j'ai rencontrés récemment, dont tu fais partie, bien entendu, qui sont beaucoup plus ancrés que moi dans la transmission du message, qui ont beaucoup plus l'habitude de transmettre. Moi, je suis totalement transparent, je suis un néophyte et quand bien même mes idées pourraient intéresser, j'ai encore beaucoup à apprendre dans la transmission. Donc, je m'appuie sur ce nouveau cercle, des gens qui vont m'aider à apporter ça à une population qui d'abord peut être très intéressée et attentive à ces sujets avant de pouvoir l'élargir, parce qu'en réalité, je suis conscient que le livre, au départ, il y a beaucoup de gens qui vont le lire juste parce que c'est nuancé, parce qu'ils me connaissent et qu'ils vont se dire, il a fait quelque chose, il faudrait quand même voir ce qu'il a fait. Mais en réalité, alors je suis très touché par ce lectorat, mais en réalité, moi, j'aurais aimé qu'il touche le plus grand nombre pour que les gens, comme j'ai dit, qu'ils le débattent, qu'ils le combattent, mais au moins qu'ils s'y occultent. Moi, je n'ai aucun problème avec la critique. Toutes les critiques, tant qu'elles sont constructives, c'est-à-dire qu'une critique constructive, elle peut ne pas aller dans le sens du livre. Je ne suis pas en train de dire que je n'attends que des « mon Dieu, c'était super », etc. Loin de là. Au contraire, j'aurais aimé des gens qui me disent « mais tu as parlé de ça, tu n'as pas vu ça sous cet angle-là, il y a cet angle-là, qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est ce débat-là que j'aurais aimé emmener à la population. Donc, que je vais porter le 2 mai au ghetto. J'aurais aimé que les gens qui participent, puisque je vais faire une petite présentation d'une 30aine de minutes, et après ça, j'aurais aimé que les gens foisonnent de questions pour me dire, mais en fait, t'as vu ça, mais moi, je vois ça comme ça, qu'est-ce que tu penses de ça, pourquoi c'est pas comme ça? Moi, je suis prêt à répondre et surtout à participer à leur projet, parce qu'en réalité, moi, ce que j'aurais aimé, puisque ta question, c'est ça, c'est dans le prolongement, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet ouvrage? Moi, je ne l'ai pas fait pour qu'il devienne comme une Bible sur la table de chevet. Je l'ai fait pour qu'il soit, comme j'ai dit, une boîte à outils qu'on prend avec soi pour quand on va au combat, qu'on ne soit pas démuni en réalité. Donc oui, j'aurais aimé pouvoir l'apporter au plus grand nombre pour pouvoir expliquer, parce que je sais qu'au départ, il peut faire peur. Moi, j'ai pas honte de dire qu'un Martiniquais peut avoir peur de lire cet ouvrage. Parce qu'en réalité, moi-même, avant d'arriver à avoir envie d'écrire ce livre, j'avais peur de me regarder dans le miroir. Et c'est quand un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est soit tu vas rester comme tu es, et ça, c'est possible, hein? On vit parce qu'en réalité, on est en Martinique, et je vais le dire face caméra, on jouit d'un système français. Je travaille au CHU de Martinique. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis pas un privilégié. Je sais que je suis privilégié. J'ai toujours les 40%. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine agricole qui n'ont pas les 40%. Donc, je ne suis pas en train de parler de manière déconnectée. Je me suis regardé dans le miroir. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Mais en réalité, je sais où je veux aller. C'est-à-dire que ces 40% ne devraient pas exister. Parce qu'en réalité, si je vais acheter mes ignames au marché et que l'agriculteur se retrouve dans le prix que je vais lui donner, en fait, dans l'argent que je vais lui donner, dans la transaction qui va se faire, s'il s'y retrouve et qu'il peut vivre et que moi je peux manger, il n'y aura pas d'histoire de 40%. C'est parce que justement, l'agriculteur se retrouve en difficulté que ces 40%-là ont une valeur, c'est-à-dire que le fonctionnaire de France ne serait jamais venu travailler en Martinique s'il devait acheter le paquet de pâtes à 4 euros. Je suis allé à Carrefour Express dernièrement, j'ai regardé les prix des pâtes, je me suis dit, bon, ça va être compliqué si on continue comme ça. Et le Carrefour Express, c'est un Martiniquais qui l'a. Je profite pour répéter que je ne suis pas là. Il y a une réalité. Les Békés ont une domination. C'est eux qui l'ont. Qui vient d'un héritage colonial. Il faut que ça, ils l'assument. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être une honte
Par contre, il devrait pouvoir proposer des solutions pour qu'on sorte de cette domination. Moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont devant une assemblée nationale pour une enquête parlementaire et qu'ils sont incapables de dire, ben, OK, il y a cette situation, mais on a déjà pensé à des solutions et on aurait aimé proposer ça aux Martiniquais. J'entends pas ça. J'entends pas ça. Et ça, ce serait dire que je n'aime pas la personne? Non, je suis désolé. Je suis désolé. On voit qu'il y a un chantier. Immense, hein? Un Immense. chantier en cours, oui. Immense. Il est immense, le chantier. Et que, de toute façon, il y aura besoin du maximum de Martiniquais qui s'engagent pour pouvoir faire les choses avancer. On va déjà noter finalement cet apport riche que tu amènes dans ce débat, sur cette route qui est tracée. Il faut qu'on continue à la faire tracer. Je voudrais te demander, là, pour terminer, alors du coup, on a parlé effectivement de cette rencontre le 2 mai donc, au ghetto, première présentation en Martinique. Mais aussi, moi, je voulais te demander ce que ça te fait ensuite de partir représenter la Martinique au SILEC. Voilà, c'est que tu dois partir au SILEC. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est tellement inattendu que j'ai même pas encore vraiment de sentiments. C'est-à-dire que, étant un primo-auteur, alors, il faut ça, j'ai oublié dans la petite présentation, c'est qui Arnaud, que j'ai toujours aimé écrire. J'étais très mauvais, alors c'est pour susciter des vocations. J'étais très très mauvais en orthographe à l'école jusqu'à, on va dire, première terminale, et j'explique pourquoi. J'ai dû faire des correspondances avec une amie qui était partie. J'ai fait collège avec elle, et en troisième, elle est partie en France, hexagonale, pour rejoindre ses parents. Et donc, j'ai dû, à l'époque, il y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on communiquait par correspondance écrite. Et un jour, je fais relire la lettre à ma sœur, qui, elle, était très, très bonne en orthographe. Elle me dit, mais c'est pas possible que tu envoies ça. Donc, je me suis amélioré à ce moment-là. Non, mais plus sérieusement, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, le fait que cet ouvrage soit reconnu dans un salon international, puisqu'il y aura des Haïtiens, enfin, tout le monde créolophone sera présent là-bas. Donc, alors, on va dire tout de suite de la fierté. Comme j'ai dit, je ne mesure pas encore ce que ça représente. Mais là où je suis fier, c'est que je sais que je pourrais parler de la Martinique dans un salon international. Ça, par contre, ce que ça me fait en tant que personne, je ne l'ai pas encore identifié. Mais en tout cas, en tant que Martiniquais, ça, je sais que ça me fait quelque chose. Le 23 mai, de présenter une conférence débat où des gens de la diaspora et des gens qui ne sont de la diaspora martiniquaise et des gens qui ne sont pas de la diaspora martiniquaise, mais de la diaspora caribéenne et créolophone de manière plus générale, puisqu'il y aura des réunionnais aussi, qu'ils puissent savoir qu'il y a des Martiniquais qui commencent à se penser eux-mêmes. Ça, oui, ça me rend très fier. Ça me rend fier. Alors, on donne rendez-vous à toute la diaspora qui peut s'y rendre. Ouais, le 23 mai, je n'ai pas encore l'horaire, mais le 23 mai, c'est sûr, je suis au salon, je fais une conférence débat et après, il y aura une séance de dédicace pour ceux qui veulent se procurer le livre. Je pense que j'aurai un petit stock pour assouvir l'envie de ceux qui ont envie de se procurer le livre. Donc, ce sera à Paris? À Paris, le 23 mai 2026. Est-ce que tu sais où exactement? Je suis un très mauvais communicant. Peut-être que dans la description de la vidéo, on va pouvoir mettre l'adresse, mais je suis très mauvais. Parce que ça nous permet aussi d'inviter celles et ceux qui regardent cette interview à te suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, et donc du coup, ils auront ces informations. Je suis présent sur Facebook Arnaud Rancé, je fais pas de fioriture. Instagram, c'était plus compliqué, donc c'est @arnox, ARNOX, avec un 10 derrière.
pouvez me suivre aussi sur Instagram, je poste pas mal de choses dessus. Et donc sur Reflet du Sud, vous avez accès à un lien qui vous emmène à la communauté. Si vous voulez rejoindre la communauté WhatsApp, vous pouvez, via Reflet du Sud, cliquer sur un lien qui vous emmène sur la communauté WhatsApp. Plein de choses. En tout cas, merci, hein. Merci pour tout ça, Arnaud. Vicky, c'est moi. Alors, je tiens à préciser face caméra que je ne connais pas Vicky depuis longtemps, que c'est une personne que j'apprends à connaître toujours, mais que pour l'instant, je trouve extraordinaire. J'ai eu à lire des choses qu'elle m'a envoyées. J'ai eu à regarder des émissions qu'elle a animées. C'est un esprit très, très brillant qui est en train de préparer un projet qui, moi, je vais porter parce que c'est le feu. Et je sais qu'elle est intimidée, qu'elle a du mal parce que je dis ça. Mais je le pense vraiment, c'est pas parce qu'elle a fait l'interview. C'est un esprit très, très brillant et c'est ce genre de femme-là qui, avec toutes les autres, bien entendu, mais ce genre de femmes-là qui vont être très importantes et déterminantes dans le projet de la Martinique Haïti. Voilà. Merci, je suis flattée. Non, mais c'est important de le dire pour que si demain ton profil peut susciter des vocations, ben qu'il le fasse vraiment. Voilà. De toute façon, tu sais que nous sommes alignés, je le fais dans le même esprit, c'est faire avancer les nôtres et nous retrouver. Nous trouver, nous retrouver. Voilà. On va terminer cette interview, Arnaud. Pas de souci. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Si tu avais un message à faire passer aux Martiniquais ou au-delà, voilà, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Alors, j'ai une phrase que j'ai en tête et que je vais beaucoup donner. Les idéaux d'hier sont les libertés d'aujourd'hui. De ne jamais perdre ça en tête, que tous les gens qui nous disent « Ah, mais ça va pas changer. Ah, mais ça sert à rien », qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça par le passé, mais qu'aujourd'hui, on a des libertés qui étaient justement ces idées fustigées de l'époque. Donc, de ne pas perdre espoir. Et surtout, là, c'est un message personnel à ma fille, qu'elle puisse trouver de l'inspiration dans les traces de son père, parce que sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est magnifique. Voilà. On va terminer là. Merci Anchaï Arnaud. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui nous regardent. Merci à eux aussi. Anchaï nous toutes. Pour tous les Martiniquais et les autres qui regardent. Exactement. Et puis voilà. Et puis on poursuit. On poursuit. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.